RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer les 55 prochaines minutes en compagnie d'un élu implanté depuis de nombreuses années dans l'agglomération nancéienne, un élu remuant qui a fait de son indocilité sa ligne de conduite, inclassable diront certains, précisons tout de même inclassable mais à gauche, il le revendique, reste à savoir quelle gauche. Nous avons nommé Stéphane Ablot, maire socialiste de Vendœuvre. Vendœuvre, la ville à centaines de nationalités. Stéphane Ablot est aussi conseiller départemental, vice-président de la métropole du Grand Nancy. Bonjour Stéphane Ablot, comment ça va ? Ça va bien, Philippe Rivet, puis ça va bien. Je suis sur Radio Caraïbes, donc c'est vraiment toujours bien accueillant. Bon. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. On va essayer de passer une heure pour être à la hauteur de l'accueil que vous attendez, une heure agréable, sereine, sans concession cependant, hein, vous me connaissez, mais on va essayer de débroussailler ou d'évoquer un certain nombre de sujets d'actualité, aussi bien au plan local qu'au plan national. Donc avant d'aborder les questions politiques, sociales et économiques là, qui font donc l'actualité, un coup d'œil sur votre parcours, hein, je le fais pour chaque invité, votre biographie en quelque sorte. Vous êtes un enfant du pays haut parce que vous êtes né à Mont-Saint-Martin, il y aura bientôt 57 ans. Votre mère est directrice d'école et votre père employé dans les grandes usines de Longwy. Longwy, où vous avez passé toute votre jeunesse jusqu'en 1981, année où votre maman devient directrice de l'école Paul Bert à Vendœuvre. Après des études universitaires en communication, sanctionnées par un diplôme de 3e cycle, vous travaillez dans différents collèges et lycées comme surveillant ou enseignant. Je fais juste une pause pour vous demander quelle est votre réaction suite à l'assassinat de l'enseignante à Saint-Jean-de-Luz. Comment vous avez appris l'information ? Comment vous avez réagi là ? Il y a deux dimensions. Il y a une grande émotion parce que c'est une ineptie. On va à l'école pour apprendre. On ne va pas pour assassiner, quoi. Bon, après, il y a automatiquement la justice qui se met en route, et heureusement d'ailleurs, savoir si le geste est responsable, si on n'a pas affaire à quelqu'un qui est dans la psychiatrie, et il paraît, voilà, il faut faire confiance aussi un minimum à la justice, c'est normal, on est dans un État républicain, et là, à lui d'assumer son acte inadmissible. On ne va pas à l'école pour tuer son professeur, quoi. Voilà, donc c'est choquant. Et puis c'est pas un exemple, mais après attention à la médiatisation, c'est-à-dire que effectivement il faut pas non plus que les jeunes s'en inspirent, faut que ça devienne pédagogique. C'est aussi ça l'intérêt des médias, c'est de transmettre l'information pour expliquer et puis pour qu'on se rende bien compte qu'on est dans un état de droit, quoi. Et préciser que cet acte abominable est tout à fait exceptionnel puisqu'il y a 10 enseignants sur 40 ans, je crois, plus de 40 ans. C'est 10 enseignants de trop qui ont été assassinés, mais c'est 10 enseignants. Donc, par rapport aux millions, ou à peu près aux millions d'enseignants qui interviennent voilà, dans l'établissement. C'est dramatique, mais c'est exceptionnel. Donc, on appelle ça un épiphénomène. C'est pas un phénomène, c'est pas répétitif et sociétal, quoi. Mais ça a bouleversé à juste titre. Voilà, donc faut bien remettre les choses dans leur contexte. Et c'est important de le dire. Exceptionnel, mais inadmissible. En 1989, Stéphane Ablot, vous êtes repéré par le maire de Vendœuvre de l'époque, un certain Pierre Rousselot, qui vous prend sous son aile. Vous intégrez donc le conseil municipal et vous devenez très vite adjoint à la culture. Vous devenez maire de Vendœuvre, vous, en 2008. Vous en êtes donc à votre 3e mandat. Vous êtes régulièrement et confortablement réélu. 2004, 2020. Vous êtes ce qu'on appelle aussi un élu un peu cumulard, parce que vous êtes en même temps conseiller départemental, vice-président, 2e vice-président à la métropole du Grand Nancy. Vous êtes conseiller général et maintenant on dit départemental depuis 1998. Vous y avez occupé aussi un poste de vice-président pendant 5 ans, de 2015 à 2020. Vous en avez démissionné de vos fonctions de vice-président parce que vous étiez
en froid avec la présidente de l'époque, qui était avec Valérie Bosserlec. Alors, en fait, vous le disiez tout à l'heure, quoi, le cumul des mandats, c'est important. Ce qui est inadmissible, c'est d'avoir plusieurs mandats et de ne pas pouvoir les assumer. Qu'un maire soit député, s'il peut l'assumer et s'il peut aider au développement de son territoire, c'est pas choquant. Je pense pas que les Français en veuillent au cumulard, sauf ceux qui en font un métier. Moi, j'ai démissionné, j'ai arrêté la vice-présidence au département parce que j'estimais que c'était pas décent d'être aussi, et je l'ai été, en même temps. Il y avait une question politique aussi, vous n'étiez pas forcément en face. C'est vrai qu'à l'époque, normalement, il y avait, quand j'ai démissionné, j'ai demandé que ma binôme, qui était Sylvie Duval, puisse avoir le poste. C'est le poste qui revenait à Vendeuvre. Bon, elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait et elle l'a attribué à une autre personne dont le binôme était déjà vice-président. Pour moi, c'était pas équitable. Et pour moi, c'était pas correct. Et je l'ai dit haut et fort, malgré le fait qu'on doive être discipliné. Quand ça va pas, il faut aussi le dire, quoi. Voilà. Depuis 2016, vous êtes aussi vice-président de la métropole du Grand Nancy. Vous avez cohabité avec André Rossineau sur ces dernières années de présidence. Vous acceptez le poste aussi, vous occupez, le poste de deuxième vice-président là, sous Mathieu Klein. Vous êtes chargé de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et de la mixité territoriale. C'est un gros portefeuille. C'est un portefeuille qui a été délibéré et voté récemment, donc au Conseil métropolitain, à hauteur de 450 millions d'euros. Alors ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est un minimum de moyens financiers pour transformer les quartiers. Alors on a notamment les quartiers dits en rénovation urbaine. On a le plateau avec une partie de Maxéville. Et puis une grosse partie sur Nancy, c'est ici même où se situe Radio Caraïbe, donc ce qu'on appelle le Haut-du-Lièvre, et puis aussi une partie de Champ-le-Bœuf. Et puis on a, avec la Cascade notamment, on est sur des grosses opérations. On a aussi le quartier enfin la Cité des Provinces sur l'Axou, et puis autour des Nations à Vendeuvre. Alors c'est un gros chiffre, mais c'est les bailleurs qui mettent beaucoup d'argent, l'État met un complément. Et d'ailleurs, on peut les remercier parce qu'au total, on peut engager un vrai chantier. D'ailleurs, le ministre de la politique de la ville, Olivier Klein, doit venir certainement faire un tour, regarder un peu les opérations. Et la responsable de la rénovation urbaine, on appelle ça l'Agence nationale de la rénovation urbaine. L'ANRU, la directrice était venue et la présidente va venir aussi prochainement. C'est important de voir ce qui se fait, mais dans toute la France. On n'est pas exceptionnel, mais on a quand même une particularité propre à un territoire. Voilà. Vous êtes aussi membre du Parti socialiste, un parti où vous êtes aussi vous faites un peu figure d'insoumis, si j'ose dire. À la métropole, vous êtes un peu aussi l'insoumis de service parce que vous ne siégez pas dans le groupe majoritaire, vous êtes dans un groupe. Les vendopériens font bande à part. Il y a une ethnie politique vendopérienne, là, il y a un climat vendopérien. Pas du tout. Alors, les histoires au PS sont terminées parce que, franchement, 1,8% au niveau des élections présidentielles, franchement, se taper dessus, ça serait quand même pas exemplaire, quoi. Donc, on n'en est plus là. On a connu les grands remous, les grands mouvements il y a quelques années. Et d'ailleurs, on voit comment ça aboutit au niveau national. Au niveau de la métropole, c'est différent. On a créé un groupe. D'ailleurs, Pascal Jacquemin, qui est de Villers, y adhère. C'est pas que vendopérien. C'est-à-dire, je vais essayer d'être très très rapide et clair. Vous êtes dans un parti politique, mais en même temps, vous êtes élu par une population. Donc, pour moi, c'était pas normal d'avoir les ordres d'un parti. Alors que la population nous a élus sur une liste qui était très large, une liste de gauche, mais ouverte à la société civile. Donc, on est là au nom du territoire qui nous a élus. En l'occurrence, nous, c'est Vendeuvre. Mais en même temps, on a une vision métropolitaine. Donc, on a appelé le groupe majorité. On est quand même dans la majorité. Moi, je renie pas la majorité, le soutien à Mathieu Klein. Vous votez le budget, là. Bien sûr. Et puis, en même temps, on appelle ça territoire, parce qu'on n'est plus dans le parti politique. Les gens s'en foutent. C'est pas une étiquette qui fait qu'on avance. C'est le territoire avec les habitants. Donc, ça, c'est une notion qui est importante, qui a évolué. C'est plus Solferino d'ailleurs qui a été vendu dans le Bon Coin, qui dirige. Mais heureusement, c'est fini. Les dogmes, les statues ont été déboulonnés et les dernières statues en Russie vont être déboulonnées aussi un jour.
remarquez, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Bon, on va en reparler plus tard. Vous brûliez d'envie de changer de mandat, après avoir ce long mandat municipal, de changer de dimension en décrochant un mandat parlementaire. Vous vous êtes présenté aux dernières législatives et vous avez échoué face au député qui était élu, Emmanuel Lacresse, de 165 voix. Une question, vous avez envie de retenter le jeu s'il y a une dissolution là? Alors s'il y avait une dissolution, oui, j'irais sans hésitation, mais je favoriserais évidemment l'union de la gauche. C'est important d'être unis, mais je tirerais les leçons aussi alors je ne dis pas de cet échec, parce qu'on n'était pas loin de la réussite. Pour moi, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas ni réussite ni échec, qu'il y avait surtout une participation. Et puis des idées à faire valoir. Même quelqu'un qui fait 1 ou 2% doit être écouté. Mais effectivement, on n'était pas loin de la réussite dans une circonscription où le député socialiste, le député de gauche, Hervé Féron, avait fait 14% au premier tour. Moi, j'avais fait 36%, donc j'avais été... et puis mon concurrent avait fait 31-32, donc je l'avais devancé, mais effectivement au deuxième tour, tous les maires de droite ont appelé à voter pour lui. Puis parce que réserve de voix à Nancy. J'avais l'étiquette NUPES et tous les maires disaient non à la NUPES, même si Stéphane Ablot est sympa, etc. Eh bien, ça a joué, mais c'était limite pour eux. 150 voix d'écart sur Laxou, 100 voix sur Oudemont. Et où en sont aujourd'hui vos relations comment qualifier les relations avec le député Lacresse là? C'est des relations qui sont cordiales sur le plan humain, parce que moi je suis quelqu'un fidèle à l'esprit de la République, c'est-à-dire c'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Après, sur le plan politique, on n'est pas dans le même monde, quoi. Je veux dire, sur les retraites, je suis dans les manifs et heureusement. Lui, il a fait son choix, quoi. Bon, voilà, chacun a son parcours. Mais vous avez des relations qui sont cordiales, mais par contre, je serai toujours présent quand je considérerais qu'il est un peu démago ou populiste, parce que de temps en temps, il tape. Et il faut pas attaquer les personnes. Moi, j'ai pas envie d'en arriver là. Par contre, attaquer un projet, une politique, oui. Et puis, il sait très bien que Macron, c'est le Parti socialiste qu'il avait enfanté au départ. C'est les fils de Rothschild, donc je vais pas faire un chèque en blanc contre le Front National. Et j'ai donné ma voix, mais c'était pas pour lui, c'était contre le FN. Et là, comme beaucoup de Français, on se pose des questions, non pas contre le FN, mais c'est pas normal que Macron ait considéré qu'il a gagné. Si vous voulez, Stéphane Ablot, on va revenir plus tard sur la politique, votre perception de la politique menée par Emmanuel Macron. On va poursuivre votre biographie. Est-ce que j'ai oublié un chapitre dans votre... Non, vous en savez plus que moi. Dans votre parcours. Non, vous avez été exhaustif, Philippe. Bon, peut-être pas forcément complètement exhaustif. Avant d'aborder les sujets, l'actualité locale, peut-être un mot quand même de l'actualité internationale, puisqu'il y a juste un an que Vladimir Poutine donnait l'ordre d'envahir l'Ukraine. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? Est-ce que, puisque vous accueillez sur Vendeuvre des réfugiés ukrainiens, je crois qu'il y en a un certain nombre qui habitent sur Vendeuvre. Alors le sentiment, moi je l'ai à travers ces personnes qui vivent en Ukraine, qui sont venues, qui ont été réfugiées. J'ai vu notamment un pharmacien qui habite Kharkov. Sa pharmacie a été bombardée et là, son frère habite Vendeuvre. Et il me disait, moi je ne suis pas contre les Russes. D'ailleurs, on est Russes. Mais effectivement, il y a l'histoire de l'OTAN qui est présente sur place. Puis en même temps, c'est vrai que Poutine, tout le monde le sait, il a quand même un gros grain de folie, quoi. Donc je veux dire, il fait des références à la Panzer Division, il joue sur le patriotisme des Russes. Mais les Russes ont beaucoup de cercueils à recevoir, des enfants, des jeunes qui sont décimés aussi. La guerre n'est jamais bonne. Il faut savoir après pourquoi elle est faite par rapport aux questions de territoire. Mais est-ce qu'à votre avis, dans ce que vous entendez, dans ce que vous pensez là-dessus, est-ce que vous pensez que le temps de la négociation est venu ou pas encore? Ou est-ce qu'il faut vraiment anéantir la Russie là? Moi, je pense que le temps va arriver où je suis convaincu que les peuples vont prendre en main leur destin. On ne peut pas les monter les uns contre les autres, c'est pas possible. Et il faut chasser les dictateurs, comme on l'a fait avec Saddam Hussein, comme on l'a fait avec Ben Ali. Et Poutine, c'est n'importe quoi. Je veux dire, le gars, il se réclame de la Russie soviétique. En même temps, il est à la tête d'une mafia. Il a plus d'armée, il est obligé de s'appuyer sur des armées privées. Enfin, on n'en est pas là, les peuples ne méritent pas ça, quoi. Il faut après recomposer, et on sait qu'en Ukraine, il y a beaucoup de cultures différentes, d'origines différentes,
Et il y a une mosaïque et il faut en faire une force. Regardez Vendeuvre, il y a une centaine de nationalités, il y avait du communautarisme. Il faut qu'on puisse utiliser cette situation pour en faire une force. Et c'est possible. La richesse culturelle, c'est possible, mais avec des limites. Voilà. On va revenir donc sur Vendeuvre, en commençant par une bonne nouvelle. On va rester sur le registre de la Défense, mais avec quand même une autre connotation. Le ministère de la Défense consent maintenant à vendre les fameuses casernes Pharon. C'était l'un de vos combats depuis très longtemps. Casernes Pharon qui ont accueilli des générations et des générations de migrants ou de candidats à l'exil, qui venaient notamment de Syrie, enfin d'Albanie, de différents pays. Vous aviez engagé un bras de fer avec les préfets successifs. Vous êtes satisfait ou le combat n'est pas terminé là ? Moi, je vise pas l'être humain, même s'il y a des comportements qui sont particuliers, quoi. Parce que les Roms qui se pointaient pour faire des vidanges, voilà, il y a toute une culture derrière et ça va, quoi. On appelait ça les voleurs de poules. C'était pas péjoratif contre eux. Il y a pas de race humaine. La race, c'est l'humanité. Mais c'est pas normal de concentrer des populations. Et en même temps, on est conscient, et ça, faut le dire aussi aux représentants de l'extrême droite, quoi. La migration, c'est bon, quoi. On est tous des migrants. Avec le climat, avec les crises qui vont arriver, on l'a vu avec la pandémie. Donc, il faut créer les conditions d'accueil. Et c'était pas dans des Algeco ou dans un hangar rouillé qu'on accueille 300 personnes. Donc là, est-ce que ça veut dire que sur le plan urbanistique, vous pouvez être satisfait parce que vous pouvez développer le quartier, mais sur l'accueil justement des migrants, est-ce que ça met un terme à l'accueil des migrants ou si vous allez trouver d'autres formules? On parlait tout à l'heure du député Lacresse. Moi, j'avais eu la chance d'être en face de M. Macron et j'étais à une table quand on avait fait une rencontre avec lui à l'Élysée. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui poser une question. Et je lui ai dit, est-ce que c'est normal, quand on est républicain, de ne pas être dans l'équité territoriale et de concentrer les populations dans des mauvaises conditions dans un endroit? J'ai cité la caserne Pharon. Et il avait l'air de dire, oui, il faut... Alors, ce n'était pas lui, il y avait toute une histoire derrière, des gouvernements précédents. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais il faut le faire. Et l'Allemagne le fait. Il faut, sur le territoire, regarder comment on peut faire quelques bâtiments dans plusieurs villes. Il faut qu'il y ait une solidarité, que ça se règle à l'échelon métropolitain, pas mettre tout le monde au même endroit. Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau métropolitain, justement, sur l'accueil Nous, on est prêts. Moi, j'ai la délégation politique de la ville. Il faut se mettre autour de la table et il faut regarder avec les services de l'État comment on peut accueillir dignement et des populations migrantes. Mais quand on dit migrants, c'est pas que les Roms. Vous avez des gens qui peuvent venir du Canada où il y a eu 49 degrés. Du jour au lendemain, on est nous-mêmes des migrants. Accueillir dignement des migrants, est-ce que vous avez l'impression que la France sait faire? Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de discrimination? Est-ce qu'on n'a pas été plus généreux, et justement généreux, c'est pas du tout un reproche, au contraire, pour accueillir les Ukrainiens? Est-ce qu'on n'a pas été davantage généreux que pour accueillir des Syriens qui fuyaient la guerre là? Est-ce qu'il n'y a pas eu deux poids, deux mesures là? C'est vrai qu'il y a un sentiment qui a été mal ressenti par ces populations syriennes ou autres, ou d'Afrique notamment. Et c'est vrai que là, il y a matière à discuter. Par contre, il y a deux dimensions essentielles, à mon sens, c'est la régulation, parce que imaginez dans des villes, par exemple, les choses vont exploser si vous accueillez des milliers de personnes qui viennent comme ça, on ne sait pas où les loger. Donc il y a la politique de migration, on met le curseur à quel niveau? Et voilà, comment on fait avec les frontières. Et puis aussi, il y a l'accueil. Donc l'accueil n'est pas digne pour l'instant. Et puis la politique de migration, il faut aussi peut-être en discuter. Et c'est Rocard qui disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et il avait rajouté, même si on doit chacun y prendre sa part. Voilà, c'est faux. Voilà. Chacun doit y prendre sa part. Chacun, c'est pas que les pays, c'est les villes aussi. C'est pas que Vendeuvre avec des populations en difficulté. Emmanuel Macron envisage un projet de loi sur l'immigration qui devrait être discuté au mois de juin. Vous attendez quelque chose de ce projet de loi? Alors moi, je suis pas un bisounours. Vous savez, j'ai eu le soutien de la NUPES parce que c'était comme ça, j'aime bien l'union, mais je ne suis pas soumis à un parti plus qu'à un autre. Et là, franchement, il faut le dire calmement et fermement. Faut pas faire n'importe quoi, même si dans l'idéal, on est tous citoyens de la même planète, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Moi, les représentants de la France Insoumise ou même du Parti communiste ou même du Parti socialiste, souvent défendent l'idée d'accueillir beaucoup de monde, mais ils n'ouvriraient pas les portes de leur jardin. Et je les comprendrais parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Après, il faut avoir effectivement le sens de l'accueil. Et puis, il faut pouvoir accueillir.
Et puis il faut le régler au niveau international. Mais comment ? On ne peut pas faire n'importe comment. Vous savez, hier, je discutais avec une dame qui est d'origine du Nord. Elle me disait, nous, on était à gauche, on est passé au Front National. Parce que quand il y a eu la crise des mines, et quand il y a eu 30 ans de galère sociale, et qu'on a accueilli à Calais beaucoup de gens, on a eu peur. Donc je veux dire, il faut aussi comprendre les habitants. Il ne faut pas les monter les uns contre les autres, mais il faut percevoir le message. Voilà. Et là, il faut être clair. Et après, qu'on ne s'étonne pas, quoi. Parmi les dossiers qui interpellent, au-delà de Vendeuvre, c'est l'avenir du centre d'affaires des nations, enfin de la Tour des Nations. Hein, c'est un sujet récurrent depuis des années. Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce que vous allez pouvoir, c'est au cœur de Vendeuvre, hein, c'est au cœur de votre politique urbanistique avec l'ANRU, et c'est un peu la verrue aujourd'hui qui ne bouge pas. Vous en êtes où avec ce dossier ? Alors, si vous connaissez bien, et vous connaissez bien Vendeuvre, vous avez des quartiers comme Vendeuvre-Est qui étaient connotés, les gens avaient un peu peur, etc. Et vous avez un centre commercial aussi qui s'appelle le centre commercial Jeanne d'Arc. C'est fini, la métropole l'a récupéré, il y a eu une expropriation, et il va être rasé, et il va y avoir de nouvelles constructions. Et là, on est déjà dans la phase d'après. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors le but, c'est pas de dire on démolit, on a gagné. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On fait venir des enseignes ? On crée des disparités entre les quartiers ? Non, il faut voir, nous on est attachés à la ville de demain, et pour la construire ensemble, on a besoin d'investisseurs, on a besoin aussi d'êtres humains, et on a besoin d'environnement. Donc moi je vais visiter beaucoup de villes un peu partout, et voir comment adapter les choses à Vendeuvre. Et là, on a un exemple typique. Jamais on n'aurait pensé que ce bâtiment-là allait être démoli. Les nations, c'est la même chose. Je remercierai jamais assez Valérie Debord. Faut démolir les nations ? Non, parce que les nations, si vous les démolissez, c'est en moyenne 80 millions d'euros. Si vous les refaites, c'est 30 millions d'euros en moyenne. Hein, c'est des chiffres. Et là, vous vous rendez compte, par exemple, qu'au niveau de la tour, vous avez des professions de la santé, mais vous avez la moitié d'occupants qui sont partis et qui ne payent pas les charges. Vous avez 7 millions d'euros de dettes. Donc c'est ingérable. Normalement, ça va à la faillite. Mais une ville à la faillite, un centre-ville à la faillite, c'est une catastrophe pour toute la métropole. C'est la deuxième ville du département et puis de la métropole. Donc, au lieu d'utiliser le côté négatif, on regarde les forces. Et quand vous regardez les forces, moi, je ne dis pas ça en mon nom, je dis ça au nom de tous ceux qui ont été autour de la table, les habitants, les urbanistes, les investisseurs, les entreprises, et vous vous rendez compte qu'on n'est pas loin du Vélodrome, que la gare TGV de Nancy, elle monte vers le Technopôle, qu'il y a 8000 personnes qui travaillent sur le CHU, qu'il y a beaucoup d'entreprises et qu'il faut que les étudiants, les 18 000 qui sont sur Vendeuvre, puissent monter et en même temps puissent aller vers les nations. Donc si vous refaites le centre-ville, la tour, elle peut devenir autre chose. Ça peut être une tour de logement. Parce que c'est une tour privée qui va être donc financée, refaite avec l'argent public ? Alors, non, parce que ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est une tour privée. Et elle est sous administration judiciaire et donc c'est le tribunal qui gère. Par contre, le public, la mairie, s'intéresse au centre-ville. On n'est plus dans le centre commercial, on est dans le centre-ville. Et là, si demain on fait une maison de la santé, c'est un problème de service public. Donc la ville peut s'intéresser et s'engager comme la métropole, puisque la métropole a la compétence du développement économique. Donc qu'est-ce qu'on veut comme centre-ville ? En fait, on est victime un petit peu de cité dortoir des années 70. C'était un jeu de Lego. Hein. Il faut enlever quelques pièces, en remettre d'autres. On a la chance d'avoir une scène nationale, André Malraux, culturelle. On a un centre sportif qui est important, avec des équipes nationales qui jouent. Et on a aussi des centres administratifs, la Poste, etc., la trésorerie. Donc, à nous de voir comment, avec la partie logement, le parc des loisirs, comment faire la ville de demain. On a la mobilité, on a gagné, puisque le tram, c'est fini. Les trolleys vont arriver. Il y a une grosse ligne qui va desservir Brabois et en même temps le centre-ville. À nous d'être là au rendez-vous. Donc en gros, pour l'instant, projet concrètement, administration judiciaire pour l'instant, projet en même temps. Mais l'administration judiciaire ne va pas être éternelle. Non, alors elle gère et à un moment donné, comme il y a une faillite, il va falloir ressortir celles et ceux qui ne peuvent pas payer d'un endroit qu'il faut refaire. Donc s'ils ne peuvent pas payer, il faut des investisseurs. Et les investisseurs, il faut que la situation juridique soit assainie. L'État a donné beaucoup d'argent avec la ville, avec la métropole, pour qu'il y ait une étude juridique. Et c'est en ce moment où on doit donner les conclusions de l'étude pour créer une nouvelle instance juridique. Et à partir du moment où on a assaini ça, les décisions peuvent être prises. Pour l'instant, elles ne pouvaient pas être prises. Et donc, comme elles peuvent être prises maintenant, quelle est la ville qu'on souhaite pour demain ? Et vous avez beaucoup d'endroits comme ça qui sont refaits à Vendeuvre. Castorama, Altadis, ça fait 30 ans que c'est en galère. Et vous avez des grandes sociétés qui cherchent à réinvestir. Plein d'endroits comme ça. La société Boulanger, vous savez, le magasin avec plein de petits commerces. Allez, c'est fait, c'est fini, c'est en pleine transformation. Vous avez l'église, elle devrait être un hôtel 4 étoiles. Vous avez plein d'endroits qui sont en transformation, mais pas que à Vendeuvre. Hein.
C'est un phénomène qui est... un phénomène qui est long, qui bien se traite sûr. sur plusieurs mandats. Là. Alors pas forcément, parce que ce qui se fait maintenant en 1 an se faisait à l'époque en 15 ans, parce que les choses vont très vite. Il faut la noter sur mandat, c'est une accélération. Hein, quand même. Regardez l'exemple de Boulanger, le magasin. Monsieur Deluz, le propriétaire, en 6 mois, il a tout transformé. C'est extraordinaire. Parce qu'on a des méthodes et des moyens qui ne sont pas les mêmes qu'avant au niveau de la rénovation. Quand on vous écoute là, sur vos dossiers, vous êtes investi, vous êtes très, très présent. Cependant, vos adversaires, mais aussi parfois vos amis politiques, interrogent votre gestion des quartiers, qui est parfois critiquée. On dit que Vendeuvre est une ville complexe, mais en même temps, on vous qualifie parfois de populiste, voire de communautariste. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? La seule communauté pour moi qui est importante, c'est les citoyens. Et les seules règles, c'est les règles de la France. Donc je veux dire, il y a toujours eu dans la démocratie des adversaires dignes. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas très fair-play parce que, je les comprends, effectivement. Mais y compris certains de vos amis politiques, vous critiquent en disant... Ils disent populiste parce qu'évidemment, quand on parle des migrants, moi j'avais bloqué l'autoroute pour pas qu'il y ait une arrivée de migrants. Donc on me dit, t'es populiste. Moi, je ne suis pas populiste, je suis réaliste. Je n'ai pas envie que ces thématiques-là soient appropriées par le Front National ou l'extrême droite. Sauf qu'à la différence de l'extrême droite, moi, je ne vise pas les êtres humains. Je regarde la situation, et la situation, il faut être réaliste. Et eux ne sont pas réalistes. Ils sont dans leur monde, et le monde-là n'est plus celui auquel on aspire. Et j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, les écoquartiers, Bianca Maria, les terrains militaires vendus. Vous avez de l'énergie solaire qui permet de réduire les charges. Vous avez des petits restaurants, des centres économiques avec du coworking, des jardins partagés. Donc franchement, la ville de demain, elle est en train de se construire. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette ville de Vendeuvre qui est reconnue comme très complexe à gérer? Est-ce que ce n'est pas une ville déjà qui connaît, outre quand même certaines formes de communautarisme, une forme de séparatisme aussi entre certains quartiers Vendeuvre Village est quand même très coupé du reste, le plateau aussi. Est-ce que c'est pas compliqué pour un maire d'essayer de faire du lien social, de tisser une fluidité au niveau de la ville? Quand je suis arrivé en 2008, effectivement, c'est la ville des années 70. Et il y avait des quartiers, les cheminots lorrains. Voilà, c'était les anciens qui ont travaillé à la SNCF. Vous aviez Brabois. On avait des classes qui n'étaient pas les mêmes que dans les quartiers populaires. Et il y avait une grosse séparation. Et nous, vous avez raison de le dire, l'idée c'est de casser le communautarisme, de casser cette idée de quartiers comme ça qui sont indépendants et de les relier les uns aux autres et de faire une vraie communauté de ville. Et quand on voit les résultats aux élections, j'en suis satisfait parce que maintenant, on va tous dans le même sens et les scores sont importants. Et vous pensez être parvenu justement aujourd'hui à une communauté de ville, à retisser du lien entre les quartiers, ou c'est une juxtaposition, quoi? Alors le monsieur Mahé qui a été préfet me disait il vous manque un projet de ville. On a recruté un urbaniste qui nous permet d'avoir une vision globale. Ça ne veut pas dire qu'on doit relier avec force les quartiers, mais qu'on doit trouver la cohérence en respectant chaque histoire de quartier. Alors je ne dis pas qu'on y est parvenu, le chemin est tracé. Et moi, j'ai un principe, c'est jamais abouti et il y a toujours mieux à faire. Peut-être dernière question avant de faire une pause musicale. Le marché de Vendeuvre, on a l'impression que le marché de Vendeuvre a perdu son éclat par rapport à 20 ans ou 30 ans. Bon, il y a eu l'effet Covid. Comment vous comptez le relancer Alors le marché de Vendeuvre, vous parliez de communautarisme tout à l'heure et vous parliez aussi de quartiers qui étaient tantôt des quartiers plus riches, d'autres plus pauvres. Et c'est à l'image du marché de Vendeuvre. Vous avez eu une crise pendant 30 ans. C'est 1990, la fin de la désindustrialisation, les années 80-90, jusqu'à maintenant. Et à l'époque, il fallait survivre. Et pour survivre, vous aviez nous, on acceptait tout le monde pour vendre. Et c'était n'importe quoi, entre guillemets. Quand je dis n'importe quoi, vous avez par exemple plusieurs stands qui vendent du textile, qui vendent la même chose. C'est pas sérieux. Donc le but, c'est pas de jeter les gens. Il fallait bien survivre. Et là, on a changé de situation. Effectivement, il faut reprendre les choses en main. On a créé le marché bio du vendredi. On travaille avec les producteurs locaux. On essaie d'avoir une cohérence. On essaie de retrouver un équilibre. Il faut réinvestir et rénover les cases du marché parce qu'elles étaient belles. On nous a laissé un bel héritage. Et donc, il faut les retaper dans le sens d'un marché qui va falloir fonctionnel et pas un marché discount ou un marché... voilà. Alors moi, j'aime pas le mot bas de gamme ou j'aime pas le mot non plus luxe, mais un marché pour tous où chacun y trouve son compte et où on vit ensemble avec des niveaux qui sont différents. On trouve un poissonnier, on trouve un boucher et on trouve pas de communautarisme. Voilà. Faut pas confondre. Quelqu'un, par exemple, qui est d'origine albanaise ou tchétchène peut très bien faire une belle gastronomie,
mais l'ouvrir aux autres. Si vous restez fermé sur vous-même, vous êtes dans le communautarisme. Et si vous l'ouvrez aux autres, vous êtes dans l'échange culturel et dans la richesse. Et nous, on favorise la richesse. Voilà, donc tous nos détracteurs là, qui disent n'importe quoi, qui viennent manger des bons plats du monde entier à Vendeuvre. Voilà, et on va faire sur cette note gastronomique, on va faire une pause musicale. C'est à la discrétion de l'invité pour la première pause musicale. Vous avez choisi Perlimpinpin de Barbara. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie de Stéphane Ablot, maire socialiste de Vendeuvre, conseiller départemental et deuxième vice-président de la métropole du Grand Nancy, en charge de la politique de la ville. Stéphane Ablot, vous êtes perçu déjà comme un maire de la vie quotidienne, hein, vous êtes très présent sur Vendeuvre, vous connaissez Vendeuvre comme votre poche. Je pense que moi, je voyais un parallèle entre André Rossino qui connaissait Nancy rue par rue. Vous connaissez quasiment toutes les rues de Vendeuvre. Je sais que vous vous intéressez à la vie quotidienne à Vendeuvre. Et donc, je vous pose une question de vie quotidienne et de bien-être à Vendeuvre. J'ai rencontré l'autre jour au Parc Pouille une habitante qui faisait circuler une pétition qu'elle allait vous adresser pour vous demander pourquoi les oies, les paons avaient disparu du Parc Pouille, et elle se plaignait du manque d'entretien de la rivière artificielle qui traverse le parc. Est-ce que vous pouvez la rassurer ? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire là-dessus ? Alors, vous disiez tout à l'heure, sans prétention aucune, qu'on connaissait sa ville. Effectivement, la question là est bienvenue. On ne s'était pas concerté avant, puisqu'elle elle vient d'arriver comme ça sans que vous me préveniez. Oui, je confirme. Alors, je vous donne la réponse que je connais en tout cas. Michel Théron, c'est une amie d'ailleurs, elle habite Square d'Oslo. Elle m'a appelé, elle m'a dit on est en train de monter une pétition, et elle se contredit, mais je la comprends parce qu'on est là pour la rassurer. Elle nous dit il faut nettoyer la rivière. Alors justement, quand on nettoie la rivière, on est obligé de retirer aussi les animaux. D'ailleurs, certains animaux sont morts parce qu'il y avait un renard qui en a tué. D'autres animaux étaient très âgés. Et donc, on lui a expliqué que la première chose, il y a de l'hydrocarbure, donc il faut déjà assainir la rivière, premièrement. Deuxièmement, elle a raison, totalement. On ne va pas aller contre l'intérêt des habitants, mais à condition de respecter des règles sanitaires. Donc, remettre des oiseaux, oui, il y aura des canards, il y aura des cages, on remettra des oiseaux, sans problème. Il ne faut pas oublier que ceux qui font ça sont mes élus, notamment élus à l'environnement, M. Donati, qui est mon premier adjoint, et il est adhérent à la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Mais simplement, il faut pouvoir les soigner. Alors, Manu Donati me dit, oui, mais il faut du personnel. Là-dessus, je rajoute, on mettra du personnel. Et la dame a raison. On est là aussi pour les habitants, dans la limite de nos moyens. Donc, on retrouvera les oiseaux, mais dans une situation assainie. Et si on avait laissé faire, les oiseaux peuvent mourir, puisque c'est pollué. Donc quand elle dit il faut assainir la rivière et en même temps laissez-nous les oiseaux, c'est incompatible. Donc il faut les deux. Il faut assainir et laisser les oiseaux après. Mais il y a une phase de transition. Donc, je disais que vous étiez aussi un maire de la vie quotidienne. On voit dans votre réponse, vous êtes aussi un maire commentateur. Quand on observe les réseaux sociaux, vous êtes sans doute un des élus qui commente le plus l'actualité sur Facebook. Vous étiez un véritable commentateur de foot pendant la Coupe du Monde. Vous n'hésitez pas à adresser quasiment quotidiennement des félicitations à un tel, à René, à Germaine, etc. En appelant les gens par leur prénom et tutoyant sur les réseaux. Est-ce qu'un maire doit dire ça ? Est-ce que c'est le rôle d'un maire se mettre dans la peau d'un commentateur attitré de la vie locale, nationale, internationale ? On va très vite réagir. C'est vous qui vous occupez de vos posts Facebook ou c'est... Oui, je m'en occupe totalement et c'est un parti pris parce que tout à l'heure vous le disiez, moi, je suis passionné par l'information et la communication et j'estime que les politiques souvent parlent d'eux, c'est-à-dire de leur nombril, de je. Et moi je me suis dit arrête de parler de toi. Parle aussi des habitants, c'est eux qui construisent la ville de demain, c'est eux les spécialistes de la vie quotidienne. Ils vivent dans des endroits, là, il y a des oiseaux, ils défendent le parc, etc. C'est eux. Donc, quand quelqu'un fait du bien, je prends l'exemple de Michel tout à l'heure avec sa pétition, j'ai envie de dire dans un Facebook, Michel a pris les choses en main, je suis pas populiste, je suis pas démago, je suis pas toujours d'accord avec elle, j'explique ce qu'elle a fait, je donne l'information et je donne un avis. Et je trouve que la bataille qu'elle mène, bravo, et je vais dans son sens puisqu'on va lui apporter une réponse qu'elle attend, mais avec quand même des nuances parce qu'elle connaît pas tout sur l'environnement à traiter. Donc oui, j'ai choisi de mettre en avant les gens eux-mêmes. Parce que j'ai noté que vous aviez sur Facebook 5500 followers, ce qui est quand même déjà un chiffre assez respectable. Vous n'êtes pas encore
Hanouna ou Morandini, même qui sont pas. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas heureusement, c'est pas ma tasse de thé, mais pour citer. Mais vous êtes quand même largement suivi. D'ailleurs, vous avez annoncé sur Facebook, vous avez lancé un appel à manifester pour le 19 janvier. C'était la première manifestation contre la loi retraite. C'est le rôle d'un maire aussi d'appeler à manifester. Certaines mairies, par exemple, ont fermé leurs services publics lors des dernières manifestations. Ça n'a pas été le cas à Vendeuvre. Est-ce que vous êtes prêt à le faire, par exemple, le 7 mars ? Est-ce que vous pensez être dans votre rôle Alors, je trouve que fermer la mairie, non, parce qu'on prive les habitants d'un droit. Moi, j'ai des personnes âgées de plus de 80 ans qui attendaient sous la flotte devant la mairie quand elle était fermée. C'est pas normal. C'est pas parce qu'on manifeste qu'on doit interdire aussi l'accès aux services. Alors, je comprends ceux qui disent on bloque tout. C'est le principe de la manifestation. Moi, je fais pas partie de ces maires-là. D'ailleurs, dans la loi, je pense que c'est même pas autorisé. Par contre, le maire, c'est dans la règle républicaine, c'est un agent de l'État. Il est officier d'état civil, officier de police judiciaire, il enregistre, il fait des mariages, etc. Mais il est aussi politique. C'est-à-dire vous le disiez tout à l'heure, je suis maire socialiste. Bon, moi, j'aime pas trop l'expression-là, je la comprends parce qu'elle est réelle, mais je dirais plutôt je suis maire de Vendeuvre. Vous êtes toujours adhérent du Parti socialiste ? Je suis adhérent, mais je me présente pas aux habitants en disant c'est le Parti socialiste qui va vous diriger. Moi, je me présente au nom des habitants et je suis maire des habitants de Vendeuvre, de ceux qui ont choisi. Et vous imaginez si j'ai eu 4000, admettons, votants, ou 2000 ou 3000, il n'y a pas 3000 adhérents du Parti socialiste. Ce n'est pas les habitants qui vous ont choisi. Les habitants ont choisi une liste que vous meniez. Alors, la liste, on va rappeler quand même que c'est le conseil municipal qui élit le maire et ses Exactement. adjoints. Alors, effectivement, c'est bien de le rappeler, mais en gros, il n'y a pas de surprise. Si la liste, elle passe, c'est le tête de liste qui est choisi au conseil municipal. Simplement, dans la liste, il y avait le Parti communiste, les Verts, il y avait l'Union de la gauche, pas la NUPES, l'Union de la gauche. Il n'y avait pas de soumission à un parti. Je rappelle que LFI n'avait pas soutenu ma candidature, avait présenté une liste qui a fait 3%, alors que Mélenchon faisait 20% juste avant, et que par contre, je remercie des adhérents de LFI d'avoir fait scission et d'avoir dit non, on n'est pas d'accord, nous, avec le national, et de nous avoir rejoints. Et tout ça pour dire qu'on a ouvert notre liste à la société civile. Moi, j'ai des habitants qui sont dans les quartiers, qui travaillent, qui organisent de l'animation, qui font de l'entraide avec leurs voisins. Je leur ai dit, écoutez, moi je regrette, c'est avec vous que je vais faire la ville de demain. Et je leur ai donné une grosse part, puisqu'ils ont un tiers de la liste. Donc justement, la NUPES, vous avez été, Stéphane Abloh, quand vous avez été candidat aux législatives, vous étiez sous les couleurs de la NUPES. Est-ce qu'avec le recul, c'était pas une erreur ? Est-ce que c'est pas la NUPES qui vous a coûté 165 voix là ? Alors moi, je crois, avec le recul, que la NUPES m'a apporté beaucoup au premier tour et que j'aurais jamais fait autant de voix si j'avais pas eu la NUPES. Et en même temps, je crois que la NUPES m'a retiré aussi des voix parce que j'entendais des citoyens, quand j'étais sur le terrain, qui me disaient « Si vous n'avez pas la NUPES, on ne vote pas pour vous ». Et d'autres qui me disaient « Si vous avez la NUPES, on ne vote pas pour vous ». Donc je voyais bien que j'étais déchiré. Et en fait, moi, ça ne me ressemble pas parce que je suis pour le respect de la discipline dans les partis et je suis pour l'union des partis. Mais en même temps, je suis pour une certaine liberté. Un député qui représente un territoire doit savoir aussi un député, taper. Il représente la nation. Il représente la nation, mais il représente quand même une circonscription au niveau national. Donc, moi, je regrette, mais Pradier, par exemple, je comprends qu'il devait être discipliné, mais il a été éjecté de son poste. Bon, c'est sa famille, c'est son problème. Mais moi, je le trouve courageux. Oui, Aurélien Pradier, député du Lot, qui a été démis de ses fonctions de deuxième... voilà, c'est ça. De numéro 2 de voilà. LR. Oui. Et effectivement, vous avez raison, Philippe, de noter cette contradiction qui est difficile. Moi, je suis attaché aux règles d'un parti politique. Aujourd'hui, la NUPES, elle est morte. Quelle est votre appréciation sur le comportement des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous auriez été, comme député, vous auriez poussé à ce que l'Assemblée examine l'article 7 ou si vous auriez été parmi ceux qui ont rédigé des milliers et des milliers d'amendements pour bloquer les débats? Je remercie Olivier Faure d'avoir fait cette union de la gauche. Moi, je pense qu'il avait pas d'autre choix et je suis pour l'union. Maintenant, il y a des conditions. Et je trouve qu'effectivement, LFI, parce que LFI a réalisé un bon score, va trop loin et ne tient pas compte des réalités locales. Moi, je ne fais pas 1,8% comme Madame Hidalgo au niveau des élections locales. Et eux, ils ne peuvent pas se baser sur l'élection nationale pour régler les problèmes de territoire. Et je trouve que leur comportement, notamment au niveau des LFI, c'est mon avis. Je ne suis pas d'accord et c'est quasiment inadmissible, notamment quand il s'agit toujours de gueuler, de hurler. Il faut laisser aussi le peuple dans les manifestations. Il n'y a pas longtemps, les syndicalistes le disaient. Ne vous appropriez pas un mouvement qui est populaire. Le mouvement, il dépasse les partis politiques. C'est comme ça qu'on tue le mouvement.
tous les mouvements populaires ont été tués par les politiques ou par les syndicats. Il faut laisser s'exprimer la population. Vous avez dans les manifestants des gens qui peuvent très bien voter Rassemblement National, qui peuvent voter gauche, qui peuvent même voter droite. Vous avez des policiers, c'est pas normal quand on dit la police tue. Même si dans certains cas on peut noter que ça peut être vrai, il ne faut pas généraliser, caricaturer. J'aime pas ce côté-là. Le prochain rendez-vous contre la loi retraite, c'est le 7 mars. Les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt. On a le sentiment qu'un certain nombre de partis politiques, et notamment LFI, tentent via Mélenchon de récupérer son mouvement. Ça vous inquiète ou ça doit rester un mouvement syndical ça m'inquiète parce que y a rien de tel pour tuer le mouvement. Moi, je veux dire, quand il y a une manifestation, le principe, c'est moi, je suis derrière, je suis pas devant avec les pancartes et puis mon parti. Mon parti, il fait plus rien. C'est pas le parti qui dirige le parti, c'est une instance où on échange avec des idées. C'est la population qui n'est pas. Le parti ne doit pas diriger la population. On n'est plus dans le XXe siècle où c'était l'hégémonie des partis politiques. C'est fini, ça marche plus comme ça. Maintenant, on se met autour de la table et on écoute les habitants, on écoute ceux qui vivent le quotidien. On tient compte de leurs différences, on vit ensemble. Vous imaginez, c'est quand même un scandale de dire, regardez l'époque des Gilets jaunes, on a vu des infiltrations. Moi, en tant que maire, on me disait, vous n'avez pas une salle à mettre à notre disposition? Et je voyais des gens qui étaient quasiment Rassemblement National, d'autres France Insoumise, je les voyais représenter leur parti, venir me demander une salle. Et moi, je leur ai dit, moi, je veux bien donner une salle pour le mouvement. Prouvez-moi que c'est le mouvement, que c'est les gens eux-mêmes. Ne sortez pas les pancartes. Une fois, il y avait un débat sur le tram. Je me souviens, le Parti communiste était venu dans la salle. Il y a 300 personnes qui étaient là, des habitants. Et le parti a pris la parole en disant « Nous, on pense que… » Mais c'est pas possible de dire ça. C'est « Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant qu'être humain ?» Alors, je comprends qu'on puisse donner l'avis d'un parti politique, mais au même titre que d'autres qui donnent leur avis et en tenant compte du fonctionnement démocratique. Donc, pas par hégémonie, c'est ça qui est dangereux. Tram, là, vous soutenez le projet de trolley de Mathieu Klein? Au départ, on a soutenu le tram, mais pour des raisons financières. Si on fait le tram, on pourra faire qu'une ligne, alors que là, en faisant le trolley, on peut desservir beaucoup de quartiers. Donc c'est le choix de la raison. Et puis le choix aussi du fonctionnement, parce qu'effectivement, on va pouvoir avoir des moyens de transport qui nous mènent d'un point à un autre de manière raisonnable. Il faut tenir compte des finances, Et là-dessus… autant M. Rossignol, on le disait tout à l'heure, est un bon exemple pour plein de choses, autant sur le tram, c'est quand même un fiasco là, avec son bombardier. Quelles sont vos relations avec Mathieu Klein? Comment vous les qualifieriez? Je le découvre au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui, avec l'exercice du pouvoir, est capable de partager. Moi, je sais qu'en tant que président du département, c'est le premier à avoir proposé d'être vice-président. Deuxième ville du département, Vendœuvre, c'était normal, il l'a fait. En tant que président de la métropole, c'est pas un piège. Il m'a dit tu mérites le premier poste de la gauche. Donc il a mis Werner symboliquement, qui était de droite, pour être premier vice-président. J'en suis le second, mais c'est pas trop le chiffre qui est important. C'est la délégation aussi. Et là-dessus, on travaille avec lui de manière. On n'est pas toujours d'accord, mais on est là pour le dire. Vous allez me dire si c'est dans vos ententes, dans vos relations avec les élus, on a parfois du mal à vous suivre, mais bon, j'essaye de comprendre et de faire comprendre à nos auditrices et auditeurs. Les mauvaises langues, mais c'est peut-être pas forcément des mauvaises langues, disent que vous entendez mieux avec François Werner qu'avec Vincent Matteron. Non, mais moi, je préfère quelqu'un... Vincent Matteron, qui est vice-président, maire de Charville, et qui fait partie aussi de la majorité. Oui, alors, si vous voulez, l'affaire, elle est claire. Moi, je préfère quelqu'un qui n'est pas de mon bord politique, mais qui reste dans sa famille et qui est fidèle. On appelle ça un soldat, ou un général, Et c'est après, à vous de dire ce que M. Werner peut être, mais en tout cas, il est fidèle à sa famille. Alors que Matteron, moi, je n'ai pas trop envie de parler de quelqu'un qui a trahi, puisqu'il était à gauche, au Parti Socialiste, se retrouve avec M. Macron, comme d'autres d'ailleurs. Bon, après, c'est son problème, mais les dernières élections à Jarville ont montré que au niveau des élections législatives, il avait soutenu M. Lacresse, et j'ai fait 57 ou 58%. Je le remercierai jamais assez, parce que voilà, c'est pas les mauvaises langues qui le disent. Moi, j'assume mes propos. Je reste fidèle à ma famille politique. Voilà. Après, lui, c'est son problème, mais il assume ses responsabilités et ses déclarations. Est-ce que le macronisme va continuer après Macron, ou pour vous, c'était qu'une parenthèse ?
Non, en fait, mon avis, hein, c'est que M. Macron est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Son idée était bonne. Il fallait casser les partis. Il fallait travailler pour la République. Il appelait ça la République en marche. Son idée était bonne. Et d'ailleurs, les Français lui ont fait confiance. Ma propre mère, qui a toujours voté à gauche, y compris communiste, vote encore M. Macron. Sauf que il a trahi lui-même son idée, puisqu'en fait, il a recréé les conditions d'un parti hégémonique, hein, son mouvement, enfin, on voit aussi comment ça fonctionne. Et puis, au lieu de travailler avec tout le monde, il travaille plutôt au service de certains, d'une aristocratie. Et moi, je trouve que... Vous ne pouvez pas lui reprocher d'être hégémonique, il n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, là. Heureusement que la population lui a montré qu'il n'était pas hégémonique, parce que gagner les élections en jouant sur on va sauver la République, et puis dire on m'a élu pour un programme, on a bien vu aux élections législatives, quelques semaines après les élections présidentielles, le revirement, et qui n'est pas du tout contradictoire. C'était bien parce qu'un électorat ne voulait pas voter pour lui, mais ne voulait pas l'extrême droite. Voilà. Et il n'en a pas tenu compte, c'est pas très honnête. Stéphane Amblo, on va passer à une autre forme de question, c'est le questionnaire de Proust revisité par mes soins. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Ma première question sera, quelle est votre couleur préférée ? Des couleurs... Votre couleur, hein ? Vous en choisissez une. Le vert. Le vert. Le pays où vous auriez aimé vivre si vous n'aviez pas été citoyen français, si vous n'étiez pas enraciné avant d'œuvre C'est un embarras du choix. Tous les pays, sur toute la planète, j'ai pas de choix particulier. J'aime tous les pays, franchement. Hein, mais je préfère Mars. Non, je plaisante. Non, mais oui, c'est. Allez. Est-ce que vous avez un coin de la planète là, que vous affectionnez plus particulièrement là ? Non, là où les gens ne vous fracassent pas, là où on peut vivre en paix, pas... en même temps, là où on peut construire la paix. Donc la chose réduit, là, alors, là. Non, mais j'aimerais bien vivre entre l'Ukraine et la Russie, quoi. Là où il faut construire la paix, voilà. C'est là où on peut rassembler les gens. Il faut trouver le moyen. Si c'était à refaire, est-ce que vous choisissez le même chemin de vie, notamment, professionnel, parce que vous êtes un professionnel de la politique, en quelque sorte, même si je mets des gros guillemets, est-ce que... Moi, je ne me considère pas comme tel. Je sors d'aucune école politique. Tout à l'heure, vous parliez, j'étais venu de Longwy. Est-ce que, si c'était à refaire, est-ce que vous feriez le choix de vous engager en politique ? Oui, parce que l'être humain est un animal politique et tous les êtres humains ont des positions. Quelqu'un dit « je ne fais pas de politique », mais tout le monde en fait. Vous payez des impôts, vous envoyez les enfants à la piscine, à l'école. On a tous un avis à donner. C'est le propre de l'être humain d'exister et donc d'avoir une conscience et de ne pas être soumis, de ne pas consommer les choses, mais de pouvoir être citoyen. Votre expression préférée ? Ça va marcher. Ce que vous préférez chez les autres ? Pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils pourraient être. Les choses la chose que vous détestez le plus. La méchanceté. Votre personnage historique préféré? J'aime bien De Gaulle parce il était à l'intersection de plusieurs civilisations, générations, histoires. Il a su rassembler, travailler avec des communistes, être moderne quand il le fallait, pouvoir déclarer l'indépendance. C'était pas des contradictions, il vivait avec son temps. J'aimais bien. Et le personnage, l'acteur historique, politique que vous détestez le plus? Tous les dictateurs, quoi. Mais c'est pas que je les déteste. Je les zappe, quoi. Vous imaginez, si on parle de Pol Pot, c'est des malades mentaux, ça. Mais par contre, en politique, ceux que j'aime pas, c'est ceux qui mentent à la population. J'aime pas Macron, parce qu'il a des qualités, mais c'est un diable. Votre principal défaut?
De ne pas avoir de défaut. Non, je plaisante. Je sais pas. non, mais oui, d'être trop gentil, d'être un peu naïf. Non, je sais pas. Non, on peut pas l'être dans ce milieu, mais principal défaut de pas assez écouter les autres. Et pourtant, je pense les écouter suffisamment. Mais je vais vous demander aussi la question. C'est pas une question piège à un politique, mais tout de même, avec un petit clin d'œil, votre principale qualité? C'est ce que je constate à travers les autres et ce que je ressens à travers moi-même, peut-être la sympathie, l'empathie, le fait d'être sensible. Heureusement, quelqu'un me disait une fois, le jour où tu seras plus sensible à la mort, à la souffrance, ça sert plus d'être là comme être humain, quoi. Une question, c'est hors du questionnaire de Proust, mais je la pose à chaque invité. Est-ce que vous auriez envie de dire, là maintenant, que vous n'avez jamais dit publiquement? Ce que j'aimerais dire, effectivement, je crois que j'ai une espèce de pudeur là-dessus. Moi, j'aime pas dire que les choses vont se concrétiser parce qu'il y a toujours à faire et il faut toujours rester vraiment sur ses gardes, debout et considérer que rien n'est jamais acquis. Mais on peut le dire, les choses vont avancer. On va aller vers de plus en plus d'humanité et j'y crois. Et il faut aussi le dire. Et chacun y jouera un rôle. Et c'est une affaire individuelle de soi-même et collective parce qu'on est ensemble. Voilà. Merci Stéphane Ablot pour ces 55 minutes que nous avons passées ensemble à dialoguer. Merci pour cet entretien. Et nous terminons en musique avec mon HLM de Renault. C'est le Vendôme d'hier, ça. RCN, www.rcn-radio.org